Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous pour sa chronique hebdomadaire. Christian, on revient en ondes. Comme la semaine dernière, on a consacré toute la chronique à Hitler. Ça vend encore d'étiquettes, moi. Merci. Vendre des vêtements, là. Je pense non, je peux pas faire ça parce qu'il a tué trop de monde puis il a été un enfant de nanane. Mais c'est un nom qui vend encore, malheureusement. Tu sais que quand on parle de Hitler, il y a plein d'éléments. Là, on pourrait faire des chroniques presque chaque semaine avec une amorce dans le phénomène nazi. On a parlé de Hitler qui aurait survécu. Bon, la semaine dernière, on a consacré notre chronique à ça. Hitler qui aurait fui l'Allemagne après la débandade du parti nazi, aurait gagné l'Amérique du Sud, où il serait décédé dans les années 50 ou 60. Et ensuite de ça, on pourrait, par exemple, il y a toute une sorte de pan de la culture ufologique, donc l'intérêt pour les ovnis, qui fait reposer un certain nombre d'apparitions d'ovnis à des armes secrètes qui auraient été développées par des Allemands de haut niveau, et que c'est un peu, et là ça rejoint un peu notre Hitler qui survit, hein. C'est un peu dans le but d'obtenir ces informations secrètes, cette technologie secrète développée par les Allemands, que les Américains auraient un peu fermé les yeux sur cette notion qu'Hitler aurait survécu, une notion apparemment que eux, les Américains, étaient au courant. Et puis on pourrait aller aussi vers l'occultisme nazi, hein. Certains ont prétendu que Hitler, que le parti nazi était dirigé par des gens qui faisaient dans l'occultisme. On pourrait éventuellement faire si tu le souhaites, on pourra faire un volet là-dessus. On pourrait également parler de toutes les sectes et groupements mystiques religieux qui ont inspiré le parti nazi, hein, bien avant le parti nazi lui-même. Donc, le parti nazi lui-même, Hitler, est encore quelque chose, c'est un pôle d'attraction qui, au 20e siècle, évidemment, c'est le personnage le plus infâme du 20e siècle. Mais visuellement, c'est très fort, hein, toute la symbolique là, du Troisième Reich. Absolument. Tu sais que Hitler, on parlait un peu de l'occultisme nazi, sans parler d'Hitler lui-même, c'est sûr qu'il a baigné dans cette culture occulte avant de prendre le pouvoir. Mais c'est vrai qu'il était entouré de gens qui s'intéressaient beaucoup à l'occultisme, et notamment Goebbels, qui avait côtoyé également ces groupements-là. Et toute l'idée de la symbolique, hein, tous ces nazis, par exemple, qui forment une croix gammée, qui tournent avec des flambeaux, hein, c'est des images qui sont excessivement fortes. Hein. Et il y a des gens, par exemple, qui ont vu toute cette propagande où on récupérait également, parce que en France, on parle souvent des Templiers. Hein. Tu sais que les Templiers, ça a un peu la cote, ça, en France. Hein? C'est quoi les Templiers? Les Templiers, c'est ça, c'est un groupe de chevaliers, des chevaliers moines, en fait, qui sont nés aux alentours de l'an 1000, lors des grandes croisades qui servaient en tout cas à protéger Jérusalem ou à récupérer Jérusalem ou à éviter que Jérusalem tombe aux mains des Turcs ottomans. Et donc, on a créé une sorte d'ordre chevaleresque qui était composé de moines soldats qui s'appelaient les Templiers. Et éventuellement, le pape a désavoué les Templiers. Philippe le Bel, qui était le roi de France, a voulu mettre la main sur leurs richesses et puis les a accusés des pires maux. Et finalement, les Templiers ont été arrêtés et ont été exécutés. Donc, la dernière exécution se passe aux alentours de, je pense, c'est 1314, où Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple, est brûlé. Après ça, les Templiers vont survivre encore quelque temps, mais de façon en coulisses. Ils vont notamment gagner Venise, où ils vont continuer de prospérer. Ce sont un peu des banquiers à ce moment-là. Ce sont les banquiers de l'Europe. Et puis, à partir de là, ils sont quand même des personnages qui sont marqués du sceau de l'infamie. Et pendant 700 ans, à peu près, on n'entend plus parler des Templiers. Et puis, c'est vrai que dans les milieux ésotériques, mystiques, on va éventuellement, vers le 20e siècle, récupérer toute cette notion, cette symbolique du Templier qui devient soudainement une sorte de héros. Pendant 700 ans, des persona non grata est récupéré pour en faire un peu des héros. Hitler a fait exactement la même chose. On a eu également en Allemagne, durant ces grandes croisades, un ordre chevaleresque, les chevaliers teutoniques. Et puis, eux aussi ont disparu. Et puis, lorsque Hitler prend le pouvoir, Himmler, qui se croit lui-même une réincarnation d'un chevalier teutonique, vont récupérer cette symbolique-là. Et moi, je me rappelle des images que j'ai vues très, très fortes. On parlait de cette symbolique très forte, où on voit, par exemple, le parti nazi déambuler dans les rues de Nuremberg, par exemple, où les milices nazies sont elles-mêmes vêtues avec des armures. Ils sont montés sur des chevaux et reprennent toute cette symbolique, toute cette imagerie
teutonique qui était très, très, très populaire. Ouais, code vestimentaire, là, c'est bien important. Oh, oui, absolument. Faut que ça soit sexy, bien Ouais. Tu vois, tu vois la différence entre la France et l'Allemagne et le Québec. Ouais. Ici, quand on veut essayer de soulever une sorte de passion populaire, on nous ressort les patriotes avec sa carabine puis sa pipe cassée. Ouais, c'est ça, hein. Puis sa ceinture fléchée qui sent l'humidité un peu. Alors qu'en Allemagne, on nous sort les chevaliers teutoniques. C'est ça, hein. Autre temps, autre mœurs et autre c'est ça, nation. avoir de l'histoire, hein. Ouais, et qu'on n'en a pas bien. Bon, le Yeti, bon, c'est avant. C'est quoi? Oh. Un bulletin spécial. C'est nouveau, ça. Tu fais tes propres effets spéciaux. Et Canal D diffuse pas ton documentaire. Ben non, Canal D. Qu'est-ce qu'il y a, ce Canal D? C'est pas, ils sont toujours un peu... T'es en train de tourner une série, toi, oui, en fait, c'est le fonds de Téléfilm Canada. Oui, oui, puis le Téléfilm Canada qui se font tirer l'oreille. Tirer l'oreille? Ouais, fait que, donc, et comme je voulais pas, comme je voulais pas prendre Larry de court, donc j'y vais avec mes effets spéciaux. On va donc encore une fois. OK, c'est bon. Bulletin spécial. Donc... Merci, Larry. Donc, c'est un peu plus d'allure. Larry, jamais pris de cours. Non, parce que toi, ta version, c'est un peu radio communautaire. Là, on fait, tu sais. J'ai été longtemps avant. Je le sais, ça paraît un peu. J'ai été longtemps avant. Donc, écoute, un bulletin spécial pour annoncer que la fin du monde n'aura pas lieu la semaine prochaine. Okay. Merci de m'avertir. Oui, en fait, les amateurs de, toutes ces rumeurs qui sont apocalyptiques, on parlait qu'un astéroïde était éventuellement pour tomber sur Terre. Ben oui. Cet astéroïde qui répond au nom très érotique de 205 YU55. Ouh. Donc, cet astéroïde qui fait 400 mètres de diamètre, donc l'équivalent de 4 terrains de football. Tout de suite. Oui, finalement, passera à 320 000 kilomètres de la Terre. Et ça, ce sera la semaine prochaine. Oui, en fait, c'est à l'échelle à l'échelle astronomique, c'est très, très proche, mais moins proche que, comme le disait Plume la Traverse, là, quand ta chatte vient te frôler. C'est moins proche. T'as des noms de référence scientifique, hein? Donc, cet astéroïde passera près de la Terre le 8 novembre prochain. Oui. Il ne sera pas visible à l'œil nu. Seuls les gens qui ont des télescopes, des bons télescopes, pourront observer cet astéroïde. Donc, 320 kilomètres de la Terre, c'est un peu moins que la distance qui nous sépare en moyenne de la Lune. Donc, on parle ici à peu près d'une distance de 3/4 de la distance lunaire. OK, c'est correct. Donc, il y aura pas de fin du monde. Oui, c'est ça. Donc, le fameux astéroïde ne tombera pas. OK, parle-moi du Yeti. Oui, donc, et grande nouvelle, apparemment que le Yeti existe, d'après les Russes, à 95%. Bon. Il reste 5% de deux. Oui, il faut quand même, faut se garder une petite jambe. C'est ça. Donc, il y a quelques jours, des chercheurs russes ont annoncé cette grande nouvelle lors d'une conférence de presse qui se tenait à Tashtagol, ça c'est dans le centre de la Russie. Oui. Et donc, ils ont annoncé que eux, à tout le moins, là, les scientifiques russes détenaient la preuve de l'existence du Yeti à 95%. Et en fait, l'annonce a été faite lors d'un congrès de cryptozoologie. Donc, la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux inconnus ou non reconnus de la science. Comme Donc, le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra. Merci, ça a été long à venir. Mais le Chupacabra a été tué il y a 3 semaines. On l'a annoncé d'ailleurs. Ah oui, il est mort? On l'a pas revu depuis. Ça me fait de la peine. Ben oui, je sais, c'est triste. Alors donc, on a annoncé cette bulletin spécial. Le Chupacabra est mort. Merci. Chupacabra est mort. Mort depuis 3 semaines. On l'aurait assassiné là au Mississippi, là, dans le sud des États-Unis. Sacramouille. Bon, mais qui sait? J'ai un peu de peine. Oui, mais peut-être que comme le phénix, il renaîtra de ses... naîtra de ses cendres. Oui. Sûrement. Donc, on en revient à notre Yeti. Donc, les scientifiques ont dit que ces fameuses preuves, à 95%, reposaient presque essentiellement sur la découverte de poils et d'empreintes qui ont été faites récemment lors d'une expédition dans le centre de la Russie. Expédition à laquelle participait Nikolai Valouev. Et là, il faut quand même le mentionner, hein, c'est un ancien champion de poids lourd de la WBA. Il fait lui-même, écoute-moi bien, 2,20
2,13 m de haut pour un poids de 140 kilos. Ça fait quoi? Écoute, un costume de poil, il passe pour le Yéti, le bonhomme. Écoute, c'est un monstre. Puis, t'as pas le goût de l'obstiner. Oh, non. S'il dit que le Yéti existe, il existe, oui, c'est sûr. Donc, d'après l'un des chercheurs qui participait à la collecte des données, Igor Boutsev, il semblerait qu'une tribu d'hominidés inconnus et velus vivrait dans la région du Kemerovo, ça c'est en Sibérie occidentale. Ouais. Ces Yétis pourraient même être une population de Néandertaliens qui auraient survécu à leur extinction il y a 35 000 ans. Je pensais plus une ville où il n'y a pas d'esthéticienne, mais ça c'est une autre affaire. Bon, on s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Hausse du prix de l'essence, 1,26 à 1,35 $, tout ça pour en mettre plus dans les compagnies pétrolières. Merci. Christian Page. C'est beau quand même, la petite musique. Ah, bien, il faut le faire différemment. Hein? Des fois, on prend notre temps, Larry puis moi. Ouais, et des fois, on fait ça vite. Oui, c'est bon, une petite vite de temps en temps. Une petite vite, ça fait du bien. Oui. Paranormal activité numéro 3. Qui est numéro 1. Donc, voilà, donc le troisième film de la franchise Paranormal Activité, le film dont l'action se passe là, en 1988, qui raconte l'histoire de deux fillettes, Cathy et Christy, qui se lient d'amitié avec une entité invisible qui habite dans leur maison. Donc ça, c'est le scénario du film, c'est le Paranormal Activité 3. Le film a pris l'affiche il y a une semaine à peine. Il présente encore, comme les deux films précédents de la série, encore ce style du faux documentaire, donc une caméra qu'on installe dans un lieu et on suit un peu l'action qui se passe, donnant un peu l'impression d'une télé-réalité. Le premier était assez réussi. Ouais. Mais, moi, j'ai steppé une couple de fois. Mais tu sais que c'est assez amusant. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que ce film-là, il s'est hissé, là, depuis une semaine, il s'est hissé en tête de liste du box-office, devançant ce que l'on attendait être des gros canons du cinéma américain, comme Les Trois Mousquetaires ou Le Chat botté en 3D. Donc, Paranormal Activité, le Chat botté, le classique. Donc, le Paranormal Activité 3 en tête de liste. C'est ce qui est tout à fait étonnant là-dedans. Et il y a matière à réflexion. D'abord, le film a coûté 5 millions de dollars. Et pour 5 millions de dollars, pour 5 millions de dollars, et pour sa première fin de semaine d'exploitation, il a rapporté 52 568 183 $. Évidemment, c'est énorme, comme l'investissement valait le coup. Et quand on le compare aux deux autres films de la série, le premier en 2007 avait coûté 15 000 $. Tu te rends compte? 15 000 $. Et le deuxième, lui, un peu plus cher, en 2010, avait coûté 3 millions. Donc, les budgets vont crescendo. Les revenus aussi. Les revenus aussi. Donc, le troisième film a rapporté pour sa première fin de semaine d'exploitation plus de 52 millions de $. Et quand on parle des deux premiers films, qui ont coûté, comme je l'ai mentionné, là, à peu près rien, des peanuts. Ces films-là, les franchises ont rapporté 370 millions de dollars à travers le monde pour les deux premiers volets seulement, là. Donc, ce que ça nous prouve, ce que ça nous amène à réfléchir là-dessus, c'est qu'il y a le paranormal vend bien. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, et c'est toujours un peu surprenant, il y a un engouement pour les phénomènes paranormaux. Et encore une fois, quand on regarde, que ce soit les médias québécois ou les médias canadiens, il y a à peu près rien qui se fait de sérieux sur le sujet. Il n'y a pas de niche qui est occupée, il n'y a pas d'émission qui parle de l'actualité paranormale, il n'y a rien qui se fait. Mais il y a eu Chantal Lacroix. Ouais, il y a eu Chantal Lacroix, mais je vais rewinder ma cassette. Je t'ai dit, Benoît, il n'y a rien de sérieux qui se fait là-dessus. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de sérieux sur quelque chose qui n'existe pas? Oui, ben là, tu vois, là, tu es cynique, mon ami. Moi, je pense qu'il y a une actualité paranormale qui se produit. On en parle ici, là. Le fait, elle existe, cette actualité-là. Nous en parlons aujourd'hui de cette actualité-là. Malheureusement, on est limité par le temps, mais il y a plein de trucs intéressants qui se font chaque jour, chaque semaine. Et malheureusement, c'est une niche qui n'est pas occupée. On ne présente rien. Et heureusement que nous, on essaie de le faire un petit peu, mais ça nous montre bien que les médias ne sont pas toujours à l'écoute du pouls de la population, parce que comme on le voit, il y a un engouement pour le paranormal. Non, mais si t'amènes ta blonde dans un spa en maillot de bain, là, il va y avoir de l'intérêt. Ah, ben là, ça c'est je te dis ça de même, ça t'intéresse. Les expériences de mort imminente ne seraient que des aberrations du cerveau? Oui, en fait, ça c'est assez intéressant comme nouvelle parce que les NDE, donc ces fameuses expériences de mort imminente, de façon périodique,
on y va avec de nouvelles explications. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de chercheurs de l'université de Cambridge qui ont travaillé avec l'université d'Édimbourg qui arrivent à la conclusion que les expériences de mort imminente, donc pour les auditeurs, on rappelle ces expériences qui se produisent au seuil de la mort, où les gens vivent cette expérience, ils ont l'impression d'être propulsés dans une sorte de tunnel, une lumière, des gens les accueillent à l'autre bout, il y a une conversation mystico-ésotérique là, parfois, et il y a retour dans la vie réelle. Donc, en fait, il y a 3% de la population adulte américaine, selon un sondage Gallup, qui prétendent avoir vécu de ces expériences de mort imminente. Et là, maintenant, ces travaux faits par l'école médicale de Cambridge, elle soutient que ces expériences, ces visions, ne pourraient être finalement que des aberrations du cerveau. Et ils ont mené leur étude sur 58 patients qui disaient avoir vécu des expériences de mort imminente, dont 30 d'entre eux ne sont jamais morts et n'ont même jamais été menacés de mort. Donc, ces gens-là se sont retrouvés, par exemple, en traumatologie parce qu'ils avaient été victimes d'un accident de la route. Ces gens-là, à leur retour, ont dit qu'ils avaient vécu une expérience de mort imminente, mais dans les faits, ces gens-là ne sont pas morts. Non seulement ils ne sont pas morts, mais jamais leur vie a été menacée, malgré la gravité de leurs blessures, jamais leur vie a été menacée. Ce qui ne les a pas empêchés de vivre cette expérience de mort imminente. Donc, c'est quoi? C'est un fantasme? Donc voilà, d'après les scientifiques, par exemple, la sensation de mort, j'ai fait ici une nomenclature de quelques éléments. Dans les expériences de mort imminente, les gens disent, j'ai la sensation d'être mort, d'être séparé de mon corps physique. Il existe une dysfonction du cortex pariétal, nous disent les médecins, ou du cortex préfrontal qui entraîne cette sensation-là. Donc, au moment où on vit un traumatisme, il peut y avoir cette dysfonction qui va entraîner cette perception-là. Les sorties hors corps, par exemple, les gens disent, je me suis vu, je voyais mon corps et je flottais au-dessus de mon corps. Là aussi, il y a une pathologie qu'on appelle, qui est la dysfonction de la région droite de la partie temporopariétale. Des grands mots. Là encore, on nous dit que cette lésion, cette problématique-là, cette pathologie pourrait entraîner cette vision hors corps, et on peut même le démontrer en stimulant cette partie-là du cerveau lors d'une opération chirurgicale. Par exemple, on l'a remarqué accidentellement lors d'une opération au cerveau. Si quelqu'un touchait avec un scalpel, par exemple, à cet endroit-là, sans nécessairement créer une lésion, à son réveil, le sujet disait « j'ai eu l'impression d'être sorti de mon corps ». La présence anormale de dopamine dans le corps pourrait entraîner la vision de fantômes. Okay. Ensuite de ça, les effets euphoriques de la NDE pourraient être dus à la présence de kétamine, un analgésique naturel qu'on trouve dans le corps. Donc, moi, ma grande question... Oui, on sort. Moi, ma grande question, c'est, faut vraiment être mal avanché pour avoir toutes ces pathologies-là en même temps. Méchant accident de voiture. Oui, merci, Christian Page. Merci à Larry, à François et Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Il n'y a pas l'autre qui suit après les infos.